J'ai laissé ma sœur garder ma fille une nuit pendant que j'étais en voyage d'affaires. Quand je suis rentré, ma fille a refusé d'entrer dans notre maison. Elle a chuchoté, « Maman, regarde à la fenêtre. » J'ai levé les yeux et j'ai vu quelqu'un dans ma chambre, nous vivons au 3e étage. J'ai appelé la police, mais ce qu'ils ont trouvé m'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille a refusé d'entrer dans la maison. Nous venions juste de nous garer dans l'allée. Elle a détaché sa ceinture, mais au lieu de courir vers la porte d'entrée comme elle le faisait toujours, elle m'a attrapé la main et s'est figée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle n'a pas répondu. Son visage est devenu pâle et elle a pointé du doigt la fenêtre du dernier étage, celle de ma chambre. « Maman » a-t-elle murmuré, « regarde la fenêtre. » J'ai suivi son regard. Mon corps tout entier s'est tendu. Derrière le rideau, j'ai vu la silhouette d'une personne immobile qui nous regardait, juste là, debout dans ma chambre au 3e étage. Personne n'était censé être dans la maison. J'ai tiré Kaya derrière moi et j'ai appelé le 911. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. L'opératrice m'a demandé si quelqu'un d'autre avait accès à la maison. Seule ma sœur, et elle ne répondait pas. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis la nuit dernière, quand elle m'avait envoyé une photo de Kaya souriante, à l'intérieur d'une cabane faite de couvertures. J'étais parti depuis moins de 24 heures. J'ai regardé la police prendre d'assaut ma maison. Je serrais Kaya contre moi, essayant de rester calme alors que mon cœur semblait vouloir percer mes côtes. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était de la trahison. Quelque chose n'allait vraiment pas, et je l'ai senti avant même que quiconque ne prononce un mot. Ce que les officiers ont trouvé à l'intérieur n'était pas seulement troublant. C'était personnel. C'était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Quelque chose que ma propre sœur avait mis en branle. Et tout avait commencé par un seul choix, la laisser garder ma fille pour une seule nuit. Je m'appelle Alyssa. J'ai 34 ans, je suis mère célibataire et la seule constante dans la vie de ma fille Kaya. Elle a 6 ans et une imagination débordante. Elle donne des noms à ses peluches, parle aux plantes et insiste pour que la lune la suive la nuit. Elle est le centre de mon monde. Ma vie tourne autour du fait de m'assurer qu'elle se sente en sécurité, écoutée et aimée. Nous vivons dans une maison de ville avec 2 chambres juste à l'extérieur de Portland. C'est un quartier calme, rempli de promeneurs de chiens, de couples retraités, de temps en temps, d'un adolescent quittant les pelouses pour se faire de l'argent. Ce n'est pas parfait, mais c'est notre foyer. Je veille à ce que notre espace soit propre, douillet et prévisible, car Kaya a besoin de stabilité. Depuis que mon ex-mari est parti il y a 2 ans pour s'installer à Denver, nous sommes juste toutes les deux. Je n'ai pas eu le luxe de baisser ma garde depuis. Il n'y a pas de second parent, pas de plan de secours. C'est moi, un point c'est tout. Concilier maternité et travail est une chose à laquelle je suis devenue douée par nécessité. Je travaille comme consultante en marketing à distance, ce qui semble plus flexible que ça ne l'est en réalité. La plupart du temps, je jongle entre les emails des clients et les sandwichs au beurre de cacahuètes, et je me dépêche de faire des présentations pendant la sieste ou après le coucher. Je sors rarement. Je ne fréquente personne. Je ne voyage pas. Mais la semaine dernière, j'ai dû le faire. Mon équipe avait décroché un client important, et la présentation finale devait avoir lieu en personne à Seattle. Juste une nuit. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Une nuit d'absence, un bref séjour à l'hôtel et un retour le soir suivant. Au début, j'ai dit non. Je ne supportais pas l'idée de laisser Kaya. Mais le travail était important. Ce n'était pas juste une question de revenus. C'était une question de sécurité, le genre de sécurité qui permet de payer les factures d'électricité et d'avoir de la nourriture dans le frigo. C'est là que ma jeune sœur, Ria, a proposé de m'aider. Ria a 28 ans et est tout ce que je ne suis pas. Elle est spontanée, impulsive et follement imprévisible. Elle n'a jamais gardé un emploi plus d'1 an. Elle adore les festivals, navigue de canapé en canapé entre les villes, et a une tendance à romantiser le chaos. Mais elle aime Kaya. Elles ont un lien indéniable. Ria est la tante amusante, celle qui lui apprend des danses ridicules, apporte des paillettes partout où elle va et achète des pyjamas assortis, même si elle est nulle pour plier le linge. Malgré tout, j'ai hésité. Ria n'avait jamais gardé Kaya la nuit. Je savais qu'elle tenait à elle, mais je savais aussi qu'elle pouvait être insouciante. Elle avait une façon de balayer les règles et d'improviser dans des moments qui nécessitaient de la structure. Mais elle m'a supplié. Elle m'a dit qu'elle essayait d'être plus responsable. Elle voulait que je lui fasse confiance. Ce n'est qu'une nuit, Alyssa, a-t-elle dit.
nous allons manger du macaroni au fromage, regarder des films et être au lit à 21h. Ce sera ennuyeux, je te le jure. Je lui ai fait promettre de rester toute la nuit. Pas de visiteurs, pas de laisser Kaya seule. Je lui ai expliqué les routines de Kaya, j'ai fait une liste imprimée des numéros d'urgence, j'ai rempli le frigo et je lui ai montré comment utiliser le système d'alarme. Elle a levé les yeux au ciel, mais a accepté tout. Kaya était ravie. Quand je suis parti ce matin-là, Kaya m'a serré le cou et a murmuré « Je prendrai soin de tante Ria ». Ça m'a fait sourire, mais une partie de moi se sentait mal à l'aise. Je l'ai embrassé sur le front, lui ai dit que je serais de retour demain, et j'ai reculé de l'allée, la regardant me faire signe par la fenêtre. La présentation s'est bien passée. Mon équipe a assuré. Nous avons fêté ça brièvement, et j'ai vérifié mon téléphone toutes les heures pour des nouvelles. Ria m'a envoyé une photo vers 16h. Kaya était enfouie sous une montagne d'oreillers, tenant une boîte de jus comme un trophée. La légende disait « toujours en vie ». Je me suis permis de souffler. Peut-être que j'avais trop réfléchi. Cette nuit-là, j'ai appelé pour lui dire bonne nuit. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un texto. Ria. J'ai supposé que Kaya s'était endormie et que Ria avait laissé son téléphone quelque part. Pourtant, ça me tracassait. Je ne dors pas bien quand Kaya n'est pas à côté de moi. Alors, je suis resté allongé dans mon lit d'hôtel, comptant les heures jusqu'à ce que je puisse rentrer. L'après-midi suivant, j'ai pris des muffins à la boulangerie préférée de Kaya et j'ai filé droit à la maison. Je m'attendais à ce qu'elle coure dans mes bras dès la porte. Au lieu de cela, je l'ai vue assise seule sur le trottoir. Madame Delgado, notre voisine, se tenait à proximité, les bras croisés et tendus. Kaya n'a pas bougé avant que je sorte de la voiture. Puis, elle a couru vers moi et m'a serré comme si elle ne m'avait pas vu depuis des semaines. J'ai regardé autour de moi. Pas de Ria, pas de voiture dans l'allée, pas de message sur mon téléphone. Je me suis accroupi et j'ai demandé à Kaya ce qui s'était passé. Ses yeux étaient remplis de peur. Elle a pointé la maison. « Je ne veux plus y retourner », a-t-elle dit. Puis sont venues les paroles qui m'ont noué l'estomac. « Maman, regarde la fenêtre. » Je ne savais pas quoi dire. Je tenais toujours la main de Kaya quand elle a pointé la fenêtre, celle du 3e étage, ma chambre. J'ai suivi son regard, et c'est là que je l'ai vue. Derrière le rideau, quelqu'un se tenait là, immobile, regardant, juste debout comme s'il était à sa place. Mais personne n'était censé être dans cette maison. La seule personne avec une clé était Ria, et elle était introuvable. J'ai reculé instinctivement, tirant Kaya avec moi. Mon cœur s'emballait. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas parlé. Ma fille, à peine âgée de 6 ans, avait senti que quelque chose n'allait pas avant même que je ne gare la voiture. Elle ne s'était pas approchée de la porte d'entrée. Elle savait quelque chose que j'ignorais. Madame Delgado a vu mon visage et s'est rapprochée. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête et lui ai dit doucement de garder Kaya avec elle. Je ne voulais pas que ma fille soit près de la maison. Elle a hoché la tête, a pris Kaya doucement par les épaules et l'a emmenée de l'autre côté de la rue. Kaya m'a regardé avec des yeux grands et effrayés, mais elle n'a pas protesté. J'ai composé le 911 et j'ai dit à l'opératrice qu'il y avait quelqu'un dans ma maison. Je leur ai donné l'adresse et expliqué que seule ma sœur était censée y avoir accès, mais qu'elle ne répondait pas à son téléphone. Ma voix tremblait, mais je suis resté clair et ferme. L'opératrice m'a dit de rester où j'étais, de ne pas approcher la maison, et que la police était déjà en route. Mes mains tremblaient en raccrochant. J'ai essayé d'appeler Ria à nouveau, directement sur sa boîte vocale. Mon estomac était serré, ma peau moite. Je n'arrêtais pas de fixer la fenêtre, attendant que le rideau bouge à nouveau, mais celui qui était à l'intérieur restait caché. C'est ce qui rendait les choses pires. L'immobilité, l'attente. La police est arrivée en moins de 10 minutes. 2 voitures de patrouille se sont garées sur le trottoir. Les officiers ont agi rapidement. L'un d'eux m'a demandé mon nom et si quelqu'un d'autre était censé être dans la maison. J'ai dit « Non, seule Ria, et elle n'est pas là ». Il a hoché la tête et a fait signe à l'autre officier de prendre l'entrée arrière pendant qu'il s'approchait de la façade. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de la maison. Cela me semblait irréel. Je venais de rentrer d'un voyage de travail normal. J'avais déposé ma fille chez sa tante. J'avais fait confiance à quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Et maintenant, ma fille était terrifiée d'entrer dans l'endroit où elle dort. Quelques minutes plus tard, j'ai regardé les officiers entrer par la porte d'entrée. Ils avançaient prudemment, une main près de leur étui, l'autre sur leur lampe de poche. La tension dans mon corps était si forte que j'avais l'impression de pouvoir exploser.
J'essayais de comprendre ce qui avait pu mal tourner. Ria était étourdie. Oui, mais elle n'aurait pas abandonné Kaya, n'est-ce pas? Elle n'était pas malveillante, mais elle avait un mauvais jugement. Elle avait déjà fait des choix dangereux. Peut-être qu'elle était partie rejoindre quelqu'un et avait fermé la porte à clé derrière elle, pensant que Kaya irait bien en dormant. Peut-être qu'elle pensait qu'elle serait de retour avant mon retour. Peut-être qu'elle pensait que personne ne remarquerait rien. Mais cela n'expliquait pas la silhouette à la fenêtre. Je n'ai pas réalisé que je retenais ma respiration avant que les officiers ne reviennent. L'un d'eux semblait calme, l'autre avait l'air ébranlé. « Madame » a dit le premier, « nous avons trouvé quelqu'un à l'intérieur. » Cette phrase m'a fait perdre l'usage de mes jambes. « Qui » Le second officier a parlé cette fois. « Un homme. Il se cachait dans le placard de votre chambre. » Je l'ai fixé, incapable de traiter ce qu'il venait de dire. Nous pensons qu'il est entré la nuit dernière ou tôt ce matin. Il prétend qu'on l'a laissé entrer. Quoi? Ma voix s'est brisée. Par qui? Il a dit que votre sœur l'a invité, lui a donné à manger, et lui a dit qu'il pouvait rester jusqu'à votre retour. J'étais silencieuse. Je pouvais sentir chaque partie de mon corps se contracter, comme si mon cerveau essayait de bloquer ce que je venais d'entendre. Il n'est pas de votre famille, n'est-ce pas? A demandé l'officier. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça de ma vie. Ils m'ont dit que l'homme était en détention, mais qu'il n'avait pas résisté. Il était calme, même détendu. Il n'avait pas d'arme sur lui. Il semblait confus, désorienté, et quand ils lui ont demandé pourquoi il était là, il n'arrêtait pas de répéter la même chose. Elle a dit que c'était bon. Elle a dit que je pouvais dormir ici. Elle a dit qu'elle reviendrait. J'ai eu la chair de poule. Ma bouche est devenue sèche. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Kaya. Ma fille avait été à l'intérieur de cette maison avec lui. Elle avait dormi seule pendant qu'un étranger se cachait dans mon placard. J'ai regardé de l'autre côté de la rue où elle était assise avec Madame Delgado. Elle me regardait, serrant ses genoux contre sa poitrine. Je n'avais toujours pas eu un mot de Ria. Je suis resté figé sur le trottoir tandis que les officiers finissaient de sécuriser la maison. On venait de me dire qu'un homme, un parfait étranger, avait passé la nuit chez moi. Ma fille était aussi seule. Je pouvais encore entendre sa voix dans ma tête, les mots que les officiers m'avaient répétés. Elle a dit que je pouvais dormir ici. Elle a dit qu'elle reviendrait. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une effraction. Ma sœur l'avait invitée. Mes mains se sont serrées en poing. Ma poitrine était oppressée, mais je me suis forcé à rester concentré. J'ai traversé la rue pour aller vers Kaya. Ses yeux ont croisé les miens, interrogateurs, effrayés. Je me suis penché et je l'ai serré dans mes bras. « Tu vas bien ?» ai-je dit. « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé. Je n'ai pas posé d'autres questions. Pas encore. Madame Delgado a proposé d'emmener Kaya à l'intérieur pour une collation pendant que je parlais à nouveau avec les officiers. J'ai hésité, mais Kaya a hoché la tête. « Je l'aime bien » a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête en retour, l'ai embrassée sur la joue, et Madame Delgado s'est éloignée tranquillement. Une fois Kaya à l'intérieur, je me suis tourné vers l'officier qui avait parlé à l'homme. « Dites-moi tout » ai-je demandé. L'homme qu'ils avaient trouvé était dans la trentaine. Pas de papier d'identité, pas de téléphone, et, d'après son apparence, probablement sans abri. Il n'était pas entré par la force. Il n'y avait aucun signe de dommage, pas de serrure cassée ou de fenêtre brisée. Il a dit aux officiers qu'il avait rencontré ma sœur à un arrêt de bus 2 jours plus tôt. Elle lui avait apporté de la nourriture, avait discuté avec lui et lui avait offert un endroit où rester. Il a affirmé qu'elle semblait gentille, ouverte, et qu'elle voulait aider quelqu'un qui n'avait rien. J'ai demandé s'il avait fait du mal à Kaya. L'officier a dit non. Selon l'homme, elle dormait avant qu'il n'entre dans la maison. Il a affirmé que Ria lui avait donné la permission, avait laissé la porte déverrouillée et avait dit qu'elle serait de retour le matin. Elle n'est jamais revenue. Ça n'avait aucun sens. C'était imprudent, dangereux et totalement inimaginable. J'ai essayé de me convaincre qu'il devait y avoir plus dans cette histoire, une explication qui rendait cela moins fou. Mais il n'y en avait pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rappelé Ria, directement sur sa boîte vocale. Je lui ai envoyé un message, « Je sais ce que tu as fait. La police est là. Appelle-moi maintenant. » J'ai fixé l'écran, attendant le cercle qui indique qu'elle est en train de taper. N'importe quoi pour montrer qu'elle était toujours joignable. Ria. J'ai dit aux officiers que je voulais déposer un rapport complet. Peu m'importait si cela causait des ennuis à ma sœur.
Kaya passait avant tout. Sa sécurité passait avant tout. Chaque instinct de mère en moi criait que ce qui s'était passé n'était pas seulement irresponsable, c'était impardonnable. Ils m'ont donné des formulaires, un numéro de dossier et des coordonnées pour le suivi. J'ai répondu à toutes les questions. Oui, Ria avait les clés. Non, elle ne vivait pas avec nous. Oui, Kaya avait été laissée seule. Non, je n'avais autorisé personne d'autre à entrer dans la maison. Après leur départ, j'ai ramené Kaya dans notre maison. Elle ne ressemblait plus à notre foyer. Chaque ombre semblait plus sombre, chaque couloir plus froid. J'ai vérifié chaque pièce, chaque placard, chaque recoin. Même après que la police l'eut sécurisé, j'ai changé les draps, lavé les serviettes, ouvert toutes les fenêtres. Je ne pouvais pas respirer l'air que cet homme avait respiré. Je ne pouvais pas laisser Kaya me voir paniquer. Je lui ai fait un chocolat chaud et me suis assise à côté d'elle sur le canapé. « Tu as bien fait » lui ai-je dit. « Tu m'as dit que quelque chose n'allait pas, et tu as été si courageuse. » Elle s'est blottie contre moi et a murmuré « Il m'a fait peur, maman. » Je l'ai vue descendre les escaliers la nuit. Ma gorge s'est serrée. « Tu l'as vue » ai-je demandé. Elle a hoché la tête, s'accrochant à ma manche. Mais je suis restée très silencieuse, comme tu dis toujours. Je ne lui ai pas parlé. J'ai juste attendu que tu reviennes. Je l'ai serrée plus fort. Elle l'avait vue. Elle était restée silencieuse. Elle avait attendu seule. Et Ria l'avait laissée là. Cette nuit-là, Ria a finalement répondu à mes messages. Elle a envoyé un seul message, je ne voulais pas lui faire peur. Il avait juste besoin d'un endroit où dormir. Je pensais que je serais de retour avant que tu rentres. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas appelé. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui annulerait ce qui s'était passé. Un homme qu'elle connaissait à peine avait été chez moi, dans ma chambre, pendant que ma fille dormait seule. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Et j'avais fait le mien. Ria n'était plus la bienvenue dans nos vies. Le matin après tout ça, je n'ai pas dormi. J'étais allongé à côté de Kaya dans mon lit, complètement éveillé, écoutant sa respiration. Toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil à la porte, m'attendant à moitié à voir un mouvement, même si je savais que nous étions seuls. L'homme était parti. La police l'avait emmené il y a des heures, mais la peur n'était pas partie. Kaya s'est agitée vers 6 heures et s'est blottie plus près de moi. Son corps était petit, sa peau chaude, sa confiance toujours intacte. Je ne savais pas comment. Je l'avais laissée aux soins de quelqu'un en qui j'avais confiance. Et elle avait été trahie de la pire façon. Et pourtant, elle s'est recroquevillée à côté de moi comme si rien ne pouvait la toucher, comme si j'étais l'endroit le plus sûr du monde. Cela m'a rendu plus déterminé que jamais à la protéger. Vers 8 heures, Ria a finalement appelé. J'ai laissé sonner. Puis j'ai décroché. Sa voix était désinvolte, comme si elle ne comprenait pas la gravité de ce qu'elle avait fait. « Salut, j'ai vu tes messages. Écoute, je sais que tu es en colère, mais pouvons-nous juste parler avant que tu ne fasses quelque chose de radical ?» Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas élevé la voix. Je voulais qu'elle entende tout clairement. Il y avait un homme dans ma maison, ai-je dit, dans ma chambre, dans le placard. Ma fille l'a vu descendre les escaliers au milieu de la nuit. Elle était terrifiée. Elle était assise dehors à m'attendre parce qu'elle avait trop peur d'être dans sa propre maison. Il y a eu une pause suivie d'un soupir. Je sais que ça a l'air horrible, mais ce n'est pas ce que tu penses. Alors dis-moi ce que c'est, ai-je rétorqué. Je l'ai rencontré à un arrêt de bus il y a quelques jours. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Il n'était pas effrayant, Alyssa. Il était juste perdu. Je lui ai apporté de la nourriture. Il semblait gentil. Nous avons parlé. Il a dit qu'il avait besoin d'un endroit où dormir juste pour une nuit. Et tu l'as laissé entrer chez moi avec Kaya ? Je pensais qu'elle dormait. Je ne pensais pas que ce serait un gros problème. Je me suis dit que je serais de retour avant même qu'elle ne se réveille. Tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as pas demandé. Tu n'es même pas resté. La voix de Ria s'est tendue. J'essayais d'aider quelqu'un. Tu penses que le monde est tout noir ou tout blanc, mais parfois les gens ont juste besoin d'une chance. Il ne s'agit pas de donner une chance. Il s'agit d'une fillette de 6 ans laissée seule avec un étranger dans la maison. Tu ne peux pas déguiser ça en compassion. Il ne lui a pas fait de mal. Il aurait pu. Le silence a suivi, puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, je ne pensais pas que c'était si grave. Cela a brisé quelque chose en moi. J'ai réalisé qu'elle ne comprenait pas ou peut-être ne comprendrait jamais. Elle s'était soustraite à sa responsabilité, avait joué avec la sécurité d'un enfant et n'en ressentait pas le poids.
Ce n'était pas de l'immaturité. C'était de l'insouciance. Et cela avait des conséquences. Je lui ai dit de ne plus me contacter. Je lui ai dit que j'allais changer les serrures. Je lui ai dit que Kaya ne la verrait plus avant longtemps, peut-être jamais. Et puis j'ai raccroché. Après l'appel, j'ai assis Kaya sur le canapé et je lui ai dit la vérité avec des mots qu'elle pouvait comprendre. Je lui ai dit que tante Ria avait fait une erreur et avait laissé entrer quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Je lui ai dit à quel point elle avait été courageuse, à quel point j'étais fier d'elle d'avoir écouté son instinct et qu'elle avait fait exactement ce qu'il fallait. Kaya a regardé ses mains. Je ne l'aimais pas, a-t-elle dit doucement. Il sentait les vieilles choses, et il ne clignait pas des yeux quand il me regardait. Un frisson m'a parcouru la poitrine. Elle avait été seule avec lui pendant on ne sait combien de temps, éveillée, observant, attendant. Plus tard ce jour-là, j'ai rencontré un serrurier. J'ai remplacé toutes les serrures de la maison. J'ai installé de nouvelles caméras de sécurité, des alarmes de porte, et j'ai dormi cette nuit-là avec mon téléphone dans une main et une lampe de poche dans l'autre. La police m'a dit que l'homme n'avait pas de casier judiciaire pour violence, mais qu'il avait des antécédents d'intrusion et d'évaluation psychiatrique. Il croyait qu'il n'avait pas eu l'intention de faire du mal. Cela ne m'importait pas. L'intention n'était pas suffisante. Ma fille avait été mise en danger, et la personne qui l'avait permis ne comprenait toujours pas toute l'étendue de son erreur. Cette semaine-là, j'ai déposé une demande formelle d'interdiction de contact auprès de la direction de l'immeuble. Ria ne serait plus autorisée sur la propriété. Cela me paraissait sévère, mais je ne prenais plus de risques. Kaya me demande encore parfois de ses nouvelles. Je lui dis la vérité, que Ria l'aime, mais qu'elle a fait un choix très dangereux. Je lui dis, l'amour n'est pas seulement fait de jeux et d'amusement. Il s'agit d'être là. Il s'agit de protéger les gens. Je pensais que perdre la confiance en ma sœur serait le plus difficile. Ce ne l'était pas. Le plus difficile a été de réaliser à quel point j'avais failli perdre quelque chose de bien plus important, et qu'à partir de maintenant, je ne laisserai plus jamais la culpabilité ou les liens familiaux l'emporter sur ce que je sais être vrai. En ce qui concerne Kaya, je ne ferai plus jamais de compromis. La vie a repris son cours, mais rien ne semblait normal. Kaya et moi avons repris nos routines. Petit déjeuner à la table de la cuisine, promenade pour l'école, histoire au coucher tous les soirs, mais une partie de moi écoutait toujours, regardait toujours. Je vérifiais les serrures 2 fois avant de me coucher. J'ai installé une lumière à détecteur de mouvement à l'extérieur de sa fenêtre. J'ai recommencé à laisser le babyphone allumé, même si elle n'en avait plus besoin depuis plus d'1 an. Elle ne l'a jamais demandé, mais je pouvais sentir que Kaya sentait la différence. Elle n'est pas allée dans sa chambre pendant des jours après ce qui s'était passé. Elle est restée près de moi même lorsqu'elle jouait, comme si elle attendait que quelque chose de mauvais revienne. Et je suis resté près d'elle parce que je ne pouvais pas me permettre d'être distante. Pas maintenant, pas après ce qu'elle avait été forcée de gérer. En silence, je l'ai inscrite à un programme de thérapie pour enfants par l'intermédiaire de son école. C'était une pièce calme avec des poufs-poires, du matériel artistique et une conseillère qui savait écouter sans insister. Kaya n'a pas beaucoup parlé au début, mais lorsque je suis allé la chercher après sa 3e séance, elle semblait plus légère. Cette nuit-là, elle a dormi à nouveau dans son propre lit. Et la nuit d'après, elle ne m'a pas demandé de laisser la lumière du couloir allumée. Je portais aussi un poids. La culpabilité, la colère, la peur, et la terrible question qui résonnait sans cesse dans ma tête. Et si Kaya n'avait pas été assez courageuse pour attendre dehors? Et si l'homme dans notre maison avait été dangereux? Et si je n'étais pas rentré quand je l'ai fait? Ces questions n'avaient pas de réponse, mais elles avaient des conséquences. Ria m'a contacté plusieurs fois les semaines suivantes. Des appels, des messages, une lettre manuscrite laissée dans notre boîte aux lettres. Elle s'est excusée de la manière dont les gens le font quand ils veulent le pardon plus qu'ils ne veulent comprendre les dommages qu'ils ont causés. Elle a dit que Kaya lui manquait. Elle a dit qu'elle traversait une période difficile et ne savait pas comment demander de l'aide. Elle m'a demandé de la laisser s'expliquer, mais j'en avais assez entendu. Je n'avais pas besoin de plus de mots. J'avais besoin d'action. Et les actions de Ria avaient rendu une chose claire, elle avait choisi de protéger son propre confort au lieu de la sécurité de Kaya. C'était un choix que je ne pouvais pas ignorer. Je ne lui ai jamais renvoyé de message. Je ne la déteste pas. Je l'aime toujours comme on aime quelqu'un qui partage notre sang, notre enfance et les souvenirs qui nous ont façonnés. Mais l'amour ne mérite pas toujours la confiance. La confiance est quelque chose que l'on protège, quelque chose que l'on prouve. Et une fois qu'elle est brisée de la manière dont elle l'a brisée, l'amour seul ne suffit pas à recoller les morceaux.
J'ai appris que les limites ne sont pas une punition. Elles sont une protection. Elles sont le bouclier que l'on place autour de sa vie quand quelqu'un a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour la tenir avec délicatesse. J'ai appris que dire non n'est pas cruel. C'est la façon de dire oui à la sécurité de son enfant, à sa propre paix et à la vie que l'on essaie de construire. Par-dessus tout, j'ai appris à écouter mon instinct, ma fille, la voix dans mon ventre qui a parlé doucement avant que je ne lui remette les clés. Et la voix d'une fillette de 6 ans qui a murmuré « Maman, regarde la fenêtre », quand quelque chose n'allait pas. Cette voix nous a sauvés. Ce moment a tout changé. Kaya se souvient toujours de ce qui s'est passé, mais elle n'en parle pas souvent. Elle le mentionne par fragments quand quelque chose le lui rappelle. Cet homme ne clignait pas des yeux. Je n'aimais pas ses chaussures. Je l'ai entendu respirer dans le couloir. Et j'écoute à chaque fois, car le jour où elle a eu peur et a parlé, elle m'a montré à quel point elle voit, à quel point elle ressent, et à quel point elle comprend déjà le danger. Je suis fier d'elle. Plus que fier. Je lui fais confiance. Elle a vu la vérité avant moi. Et grâce à elle, nous sommes en sécurité. Maintenant, quand je quitte la maison, même juste pour faire les courses, je la regarde dans les yeux et je dis « Si quelque chose ne va pas, tu me le dis tout de suite. » Et elle hoche toujours la tête. Sérieuse et assurée, parce qu'elle sait, et moi aussi. Ce n'était pas seulement un signal d'alarme. C'était une ligne rouge. Une leçon qui a eu un coût, mais qui m'a enseigné la règle la plus importante de toutes. Quand il s'agit de la sécurité de votre enfant, il n'y a pas de surréaction. Vous écoutez, vous agissez, vous protégez à chaque fois. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je l'ai partagée non seulement pour me vider le cœur, mais parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir fait confiance à quelqu'un que je n'aurais pas dû. Parfois, c'est la famille. Parfois, c'est un ami. Parfois, c'est cette voix dans votre tête qui vous dit que tout ira bien alors qu'au fond de vous, vous savez mieux. Si cela vous a fait réfléchir, si cela vous a fait ressentir quelque chose, ou si cela vous a rappelé de faire confiance à votre instinct, j'espère que vous ferez une chose. Protégez votre paix. Protégez vos enfants. Protégez ce qui compte. Et si cette histoire a résonné en vous de quelque manière que ce soit, j'apprécierais vraiment que vous la liquiez, que vous la partagiez avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous auriez fait ou si vous avez déjà été confronté à un moment qui a changé la façon dont vous faites confiance aux gens autour de vous. Et bien sûr, si vous voulez plus d'histoires vraies comme celle-ci, qui n'hésite pas à aborder les parties difficiles, abonnez-vous. Il y en a plus à venir, et j'aimerais vous compter parmi nous. Restez prudents, restez vifs, et écoutez toujours quand quelque chose ne va pas. À la prochaine.